Patrick Bruel fait la une de Paris Match. L'hebdomadaire a publié ce mercredi un article consacré à l'artiste dans lequel il affirme que sa carrière est terminée. Alors il le dit ou il l'aurait dit, c'est rapporté par le journaliste et il faut évidemment le croire. C'est pas une interview que Patrick Bruel a donnée à Paris Match, mais c'est une phrase qu'il a dite à son entourage et qui est rapportée de manière sérieuse et vérifiée évidemment par le ou les journalistes qui ont fait l'enquête. Alors hier soir, il se trouve qu'il joue actuellement au théâtre Édouard VII. Oui, théâtre Édouard VII. J'ai vu la pièce d'ailleurs qui est excellente. Et hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? La pièce avait commencé depuis quelques minutes et Patrick Bruel n'entre pas en scène directement. Et quand il est entré en scène, il y a eu une interruption par des jeunes femmes qui étaient présentes dans la salle. Le rideau est tombé et la pièce est repartie depuis le départ, après la sortie de ces jeunes femmes. Ils ont, comme c'était après 5 ou 6 minutes simplement du commencement de la représentation, ils ont repris tout le début de la pièce. Mais je vous propose de voir d'abord cette séquence d'interruption. Bon, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il n'y a pas de mouvement particulier dans la salle. Alors, ces discussions sont sans fin. Depuis le départ, nous disons seule la présomption d'innocence dans un état de droit. Ce n'est pas défendre Patrick Bruel que de dire ça. Mais comment parler matin, midi et soir de la présomption d'innocence sans apparaître comme un soutien ou comme un défenseur de Patrick Bruel? Ces femmes disent Bruel violeur, Bruel violeur. Il n'a pas été condamné. On est obligé de dire ça. Et puis, en même temps, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Donc, comment trouver le bon équilibre, sinon en se réfugiant dans la loi? Pascal Pierre Garbarini, la loi, qu'est-ce que vous voulez que... On dit exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, on ne peut pas renoncer à la présomption d'innocence au prétexte que certains esprits chagrins vont dire que c'est un soutien. Moi, je n'en sais rien, moi, ce qu'a fait au moment où on se parle. Moi, je ne dis pas que les plaignantes et les témoignages sont des mensonges. Personne ne le dit. Mais en revanche, je ne dis pas non plus que Patrick Bruel est coupable. Et il y a la présomption d'innocence. Il faut au contraire, puisqu'on a vu, et ici on le sait tous, que le tribunal médiatique, eh bien, il juge d'ores et déjà, et il condamne d'ores et déjà. Donc, heureusement qu'il y a la présomption d'innocence et qu'il y a des gens qui disent, écoutez, moi je ne prends pas parti, Finkielkraut l'a très très On bien l'écoutera dit. tout à l'heure. Ce qui n'empêche pas chacun de nous d'avoir un avis précis bien sûr. sur ce sujet. Oui, ça c'est autre chose. Chacun de nous a un avis précis sur le sujet. Mais dans, effectivement, l'espace public, au regard de la loi, je ne sais pas ce qu'en pense Maï-Hélène Trémollet. Je pense que là-dessus, il faut avoir énormément de nuances et distinguer l'espace médiatique, l'espace politique et le public de Patrick Bruel. Par exemple, Manon Aubry a félicité ces jeunes femmes en disant bravo à elle, etc. Manon Aubry, c'est une responsable politique insoumise. Donc elle prend une responsabilité puisqu'elle part du principe que, dans le cas de Patrick Bruel, la présomption d'innocence ne devrait pas être appliquée. En revanche, la présomption d'innocence, selon moi, n'inclut pas la naïveté. Et le public de Patrick Bruel, qui se rend à ses pièces de théâtre tous les soirs, enfin, si on inverse la chose, Patrick Bruel sait à quoi il s'expose en continuant à jouer dans un théâtre qui affiche pour l'instant complet tous les soirs et en faisant face à son public. Son métier, c'est quand même sa personne, c'est l'exposition de sa personne. Donc il sait très bien à quoi il s'expose. Et pour le coup, les huées du public, je pense qu'il devrait s'y attendre et qu'il devrait s'y attendre pour longtemps. Alors, est-ce qu'il va être sur scène pour sa tournée? C'était pour l'instant, il la maintient. de concert. J'entends que Sony, qui se réunit aujourd'hui, va peut-être annoncer ou la rupture des contrats ou le désengagement. Je crois qu'il y a deux options qui sont imaginées par Sony. Soit on rend le contrat à Patrick Bruel et on dit voilà, vous ne nous devez plus rien, c'est terminé, on coupe. Soit on met les contrats en pause. Alors j'imagine qu'il y a aussi des problèmes juridiques là-dedans. Il y a des problèmes juridiques puisque s'il décide de rompre le contrat, il est présumé innocent. La présomption d'innocence, elle n'est pas liée qu'à la sphère pénale.
Donc on lui supprime, donc on lui retire son catalogue au prétexte qu'il a une affaire judiciaire. Je ne peux pas vous dire précisément l'articulation juridique de tout ça. Et puis il y a les concerts également. Patrick Bruel est producteur de ces concerts. Donc qu'est-ce qui va se passer si lui arrête? Il est obligé de rembourser la location de la salle qu'il a payée, les musiciens qui sont payés, etc. Donc ça paraît très difficilement envisageable. Et si une mairie décide au nom de l'ordre public qu'il n'y ait pas, à ce moment-là, c'est à la mairie de payer. Oui. C'est à la mairie de payer, c'est l'argent des Français qui paierait l'annulation d'un concert. C'est pas simple non plus. En tant qu'acteur, ça va être aussi compliqué pour lui. Oui, alors acteur, je pense que c'est compliqué. Je pense que là, il y aura pas parce que les gens ne voudront pas jouer avec lui. Et puis je pense que les sont pas vouloir. Voilà, c'est encore autre chose parce que dans ces cas-là, c'est le mistigris. C'est-à-dire que tout le monde va prendre de la distance. C'est la vie, mais il peut être tout seul sur scène, même si des musiciens voudront peut-être ne pas jouer avec lui. Je n'en sais rien. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de facto, il y a une justice de rue qui est opérante. Oui. Et qui décide de votre mort sociale ou pas. Voilà, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, parce que c'est redit d'ailleurs dans l'enquête de Paris Match qui est excellente, que vous avez citée, c'est que de toute manière, il restera toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Je suis désolée, mais pour moi, ça rejoint le fait que son métier aussi, c'est lui-même. C'est quelqu'un qui avait un métier parce qu'il était apprécié, il y avait une Bruel-mania, un public extrêmement féminin, etc. On ne peut pas faire comme si c'était un métier comme un autre et qu'on disait, on l'a condamné à mort socialement. Si son métier, c'est de se vendre, entre guillemets, par la chanson ou par le théâtre ou le cinéma, on peut comprendre que les gens aient une forme de rejet en se disant, mais on avait précisément appris à l'aimer et on n'est plus sûr d'avoir eu raison. Vous avez raison, mais la forme de rejet, c'est d'aller le voir ou pas. C'est la liberté d'aller le voir ou pas. C'est pour ça que je parle de la liberté du public. Vous avez dit mille fois raison, mais c'est quand même... Et là, c'est cette liberté de le voir ou pas qui est remise en cause avec ce qui s'est passé au théâtre Édouard VII. Alors, je vous propose d'entendre quelques spectateurs qui ont été interrogés hier soir avant ou pendant ou après la représentation, plus exactement. Moi, j'ai pas trop d'opinion sur le sujet. C'est quelqu'un que j'aimais bien en tant qu'artiste. Après, franchement, je sais pas si ce sera plutôt la justice de décider. J'ai pas envie de m'en mêler de cette histoire. On doit laisser les gens s'exprimer. C'est un spectacle. Donc les gens sont venus pour voir un spectacle. Après, qu'il y ait des discussions autour, des polémiques. Oui, mais en dehors du spectacle. Il y a la fameuse phrase « le show must go home ». La réaction des dames qui étaient derrière moi, qui ont crié « Patrick !» Je comprends pas franchement. J'espère que si elles ont des enfants, il ne leur arrivera pas de ce qui est arrivé à certaines personnes, voilà. C'est Patrick Bruel, c'est d'autres, voilà, c'est comme ça. Moi, personnellement, je pense que pour le respect des autres acteurs, il aurait dû se retirer. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais il fout tout le monde dans la merde. Il ne fasse pas sa pièce. Et j'avais hâte parce que, j'avais le cœur qui battait. J'aime beaucoup Patrick Bruel, voilà. Comme je dis, à mon âge, ça a bercé ma jeunesse. Voilà, et puis, ça a mis un peu dans la salle, on était un peu pas bien après ce qui s'est passé, parce qu'on avait peur que ça recommence. Et j'avais la colère. J'avais la colère qu'on puisse gâcher des choses comme ça. Maintenant, les gens, ils pensent qu'ils veulent, ils vont dehors, ils règlent leur compte, mais ils n'embêtent pas les gens qui viennent voir une personne. Je vais vous proposer d'écouter une des militantes féministes, manifestement, qui est entrée hier et qui a témoigné. Elle s'appelle Lou. Alors aujourd'hui, les militantes de Nous Toutes Paris Nord sont venues faire passer un message clair. Bruel, les Alcones ne te lâcheront pas. Elles ont donc infiltré le théâtre Édouard VII, où Patrick Bruel se produit depuis janvier dernier, pour interrompre son spectacle en criant « Bruel, violeur ». Aujourd'hui, nous sommes face à une affaire PPDA bis. Plus d'une trentaine de femmes ont témoigné et on sait que la liste va continuer de s'allonger. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde était au courant que Patrick Bruel était un danger. La consigne dans le milieu était très claire. On disait « Ne laissez pas Patrick Bruel seul avec une femme, sinon elle risque de se faire violer ». Ça veut dire que toutes les personnes qui nous disent ça aujourd'hui sont en train de nous dire publiquement « Je savais que c'était un prédateur et je n'ai rien dit, je n'ai rien fait ». Des dizaines de femmes ont été sacrifiées pendant des années. Voilà. Aujourd'hui, Patrick Bruel est un serial violeur qui continue de briller sur scène en toute impunité avec la complicité du monde de la culture et de son public qui continue à l'applaudir et à le protéger. Et je vous propose d'écouter Alain Finkielkraut et de rappeler ce qu'il disait avec beaucoup d'intelligence. Et c'est pour ça que c'est difficile de traiter ces sujets-là. Et nous le faisons malgré tout, avec, j'espère, la nuance qui convient. Et puis également
le respect de cette fameuse présomption d'innocence qu'il faut rappeler dans un état de droit. Je ne peux pas dire autre chose. Et ça ne nous empêche pas d'écouter cette militante féministe, ça ne nous empêche pas d'entendre ce que disait à juste titre Maï-Hélène Trémollet tout à l'heure. Réécoutez Alain Finkielkraut. Je voudrais nous inviter tous, intellectuels, journalistes, politiques, à nous taire. C'est ça. Parce qu'il y a un temps judiciaire à respecter. Voilà. C'est-à-dire, des plaintes ont été déposées. À la justice, il revient maintenant de faire son travail. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais ce qui me fait très peur, c'est de voir le tribunal populaire, par médias interposés, préempter et remplacer le tribunal judiciaire. C'est déjà arrivé, des vies ont été brisées, c'est une terrible régression. Et surtout quand on voit des animateurs, après des débats ou après des reportages, nous rappeler la bouche en cœur que Patrick Bruel est présumé innocent. Il a été piétiné, il a été accablé pendant une demi-heure, mais il est présumé innocent. S'il est présumé innocent, la ferme. Alors, c'est une vraie question que pose Alain Finkielkraut. Manifestement, nous ne choisissons pas cette position ce matin. Encore une fois, on ne choisit pas cette position ce voilà, matin. On en parle. Oui, on parle de ce sujet. Mais j'espère qu'il ne sort pas de cette séquence. Il y a une part de nuance. C'est ce que nous avons, de nuance, d'équilibre. Je ne sais pas si c'est le bon mot. D'ailleurs, Richard Millet. Je prête autant d'attention à ce que dit Finkielkraut, et vous-même d'ailleurs, qu'à ce que dit la militante. Et je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons qui sont extrêmement personnelles. La première, c'est que j'ai vu ma mère failli se faire violer devant moi à Beyrouth. J'avais 8 ans et je ne pouvais rien faire. Donc ça m'est resté, ça m'a traumatisé. Par ailleurs, j'ai été en 2012 victime, moi aussi, mais pas pour des raisons sexuelles, comme vous le savez, chez Gallimard, etc., d'une campagne qui m'a mis socialement à mort et qui fait que je n'ai quasiment plus d'éditeur aujourd'hui. Donc je peux comprendre très bien tous ces mécanismes et c'est pour ça que la présomption d'innocence est fondamentale. La présomption d'innocence est fondamentale, mais est-ce que, par exemple, là, vous considérez que Paris Match ne fait pas son travail en faisant cette enquête ? Mais Paris Match fait son travail de journaliste. Sachant que certains le plaindront sur la couverture en disant bah voilà, c'est la fin d'une carrière, et d'autres s'attacheront sur d'autres détails comme par exemple... Paris Match fait son travail, on a eu cette discussion aussi. En fait, ce qui doit nous déterminer, on ne va pas entrer dans des discussions morales sans fin, c'est la loi. Il n'y a que ça qui peut nous séparer. Est-ce que Paris Match est dans le cadre de la loi ? Oui. Point. Oui. C'est tout. Autrement, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Donc, la présomption d'innocence, c'est précisément quand elle est d'autant plus difficile à mettre en place sur un cas comme celui-là. Et c'est précisément là qu'on doit aller jusqu'au bout de la présomption d'innocence. Autrement, ça ne sert à rien. On l'enlève du code... C'est code pénal, code civil ? Code civil, code pénal. Autrement, ça ne sert à rien. C'est précisément quand elle teste un cas comme celui-là. Je peux dire une chose, parce que j'ai entendu sur ce plateau... Joseph Massescaron. Là, je vais faire un pas de côté par rapport à ce que je viens de dire, mais j'ai entendu sur ce plateau la juge Bruguère, sur cette question-là. Vous avez entendu ? Madame Bruguère. Madame Bruguère. Sur cette question-là. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a fait une remarque qui, à mon avis, est de bon sens. Quand j'entends, par exemple, la militante féministe, elle dit « Mais il y a aussi tellement peu de condamnations pour ce type d'agression en France. Tellement peu par rapport au nombre d'agressions. Et ça devrait aussi, bien sûr, non pas pour aller dans le sens des personnes qui piétinent la présomption d'innocence, mais pour comprendre le mécanisme et ce que dit cette militante. Mais après, à titre privé, est-ce que des musiciens ont envie de chanter avec Patrick Bruel ? Est-ce que des spectateurs ont envie de le voir ? Est-ce que des artistes ont envie de tourner avec lui ? Chacun détermine, choisit en son âme et conscience ce qu'il doit faire. Mais sur le plan de la société, il faut respecter... Pardon. Pascal Pierre Garbarini.
Moi, j'ai beaucoup de dossiers de ce type parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans les cabinets pénalistes, la plupart des dossiers qui arrivent, ce sont énormément de dossiers d'agression sexuelle et de viol. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est une juridiction spécialisée qui s'en occupe. Oui. Ce n'est plus la cour d'assises, hein. C'est la cour criminelle départementale. Je peux vous assurer que lorsque les paroles des plaignantes sont vraiment... ont vraiment une vérité. C'est-à-dire qu'elles sont rarement remises en cause. Je peux vous assurer, et qui plus est, lorsqu'il y a une répétition des faits. Je ne dis absolument pas que les personnes mentent, hein, mais je dis, lorsque vous êtes en défense, que vous avez donc des femmes, ou des hommes d'ailleurs, qui viennent se dire qu'elles ont été agressées et qu'elles ont été violées, on n'écarte pas d'un revers de manche ce qu'elles disent. Hein. C'est énormément, elles ont énormément de poids et c'est normal. Oui. Et c'est très compliqué. La question est quel est le résultat ? Aujourd'hui, en tout cas, il y a énormément de condamnations. Mais Pascal, énormément. Mais Pascal, c'est que avant l'enquête, souvent c'est classé sans suite. Mais lorsque ce n'est pas classé sans suite et que l'affaire va jusqu'à son bout, à son issue, c'est-à-dire devant le tribunal, si c'est une agression sexuelle, ou un viol devant la cour criminelle départementale, lorsque les plaignantes s'expriment et lorsqu'elles sont parties civiles, je peux vous assurer que personne ne dit c'est une folle, elle dit n'importe quoi, ou c'est un fou. Pas du tout. Hein. Et il y a des condamnations au bout. Hein. Mais Pascal, vraiment, hein. C'est plutôt... Je le touche du doigt. Hein, non, mais Pascal, c'est plutôt normal. Bien sûr. Si j'ose dire, ou plus exactement logique. Pourquoi ? Parce que quel autre intérêt auraient ces femmes ? Elles n'en ont pas. Ça les met sans doute en difficulté de parler. C'est sans doute... c'est très impudique. C'est très impudique. C'est impudique pour elles. Elles se mettent en difficulté dans leur vie professionnelle parce qu'après, elles peuvent être montrées du doigt. Elles n'ont d'autre intérêt que de vouloir rapporter, raconter ce qu'elles ont subi. Donc on est plutôt enclin à les croire. C'est incontestable. Ce matin, il y a le témoignage d'une jeune femme dans Paris Match qui s'appelle Anne. Elle n'a pas d'autre intérêt à témoigner. Alors après, c'est sa vérité. C'est sa vérité. Quelle est la part de la réalité de ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu ? Nous n'étions pas là. Mais bien sûr qu'on est plutôt enclin à aller croire. C'est pour ça que... Et après, ça c'est un postulat, et je le dis, et c'est normal. De l'autre côté, il y a quand même les droits de la défense. Mais bien sûr. La personne qui est accusée, elle s'en défend, elle explique que ce qui est indiqué, eh bien, le biais qui est choisi, eh bien, ce n'est pas le biais qui est le sien, etc. C'est le débat judiciaire. Bon, et il peut arriver, en effet, mais que les accusations ne soient pas couronnées de succès, qu'il n'y ait pas de culpabilité qui soit prononcée. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas la majorité des cas aujourd'hui. Bon, en tout cas, je renvoie évidemment à Paris Match. Et puis Agnès Jaoui qui a dit des choses vraiment intéressantes, intelligentes, nuancées. Ce qui ne m'étonne pas du tout de Agnès Jaoui. Ça ne me choque pas qu'il soit sur scène. Elle parle de Patrick Bruel, dit-elle, et que des gens aient le droit d'aller le voir. On n'a pas à les en empêcher. C'est à eux de se déterminer. Elle a raison. Je ne suis absolument pas pour la censure. Je suis contre cette folie purificatrice. Et là aussi... cette phrase est très très forte et je pense qu'on peut la partager. Je pense que personne n'est pur. Dans mon métier, j'ai vu des gens empêchés de travailler juste parce qu'il y avait une dénonciation sur un réseau, sans même qu'il y ait un dépôt de plainte. Je trouve ça très dangereux. Une fois qu'il y a une accusation, tout le monde a peur. Les financeurs ne veulent pas faire de vagues. Et elle sort d'ailleurs un film qui est peut-être en salle depuis le 27 mai, qui est sorti d'ailleurs et dont je n'ai pas le titre. L'objet du délit, je crois. L'objet du délit. Et Agnès Jaoui, c'est une parole que je voulais vous donner également avant de refermer ce sujet. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, moi je voudrais ajouter quelque chose, pardon. Ensuite, chacun a ses vérités. La difficulté, pour parler du cas d'espèce, c'est la répétition des témoignages. Parce que là, on est... d'ailleurs, l'infraction est aggravée lorsqu'il y a une sérialité. On dit des viols en concours. C'est rajouté, souvent.
Parce qu'au départ, on ouvre la procédure avec une seule agression sexuelle ou un seul viol, et puis on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des dénonciations, à partir du moment où elles sont concrètes et vérifiées et corroborées, eh bien cela s'ajoute. Et il peut arriver, pour que tout le monde le sache, qu'une première plainte, elle peut être classée sans suite. On l'écarte. Et puis on dit, madame, il n'y a pas suffisamment d'éléments, etc. Ok, ça peut s'entendre. Mais ensuite, il y a une deuxième personne qui vient déposer. Il y a une troisième personne qui vient déposer. Souvent, ça refait revivre la première plainte. C'est-à-dire que le classement sans suite, il ne devient plus classement sans suite et la personne est entendue dans ses droits. On va marquer. Vous êtes parfaitement clair. On va marquer une pause et en parallèle de cela, on apprend ce matin, c'est un papier du Figaro, que le rappeur Moa Lasquale, alors je ne sais pas si vous le connaissez, Moa Lasquale, il est placé en garde à vue à l'heure à laquelle je vous parle, à Paris pour violence conjugale. C'est le Figaro qui a donné ce papier. L'artiste de 31 ans a été interpellé alors qu'il tentait de s'enfuir de son domicile par les toits. Une femme appelait à l'aide depuis l'intérieur. Il avait déjà été condamné pour violence conjugale en juillet 2024. Le rappeur donc avait été condamné. Mohamed Belamed, plus connu sous le nom de Moa Lasquale, est donc placé en garde à vue. C'est une information de valeur actuelle, confirmée au Figaro par plusieurs sources concordantes. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai, appelé par le voisinage pour des cris et des appels à l'aide d'une femme, ainsi que des bruits de coups. La police intervient vers 4h du matin au domicile du chanteur de 31 ans dans le 17e ou 18e arrondissement de Paris. Moa Lasquale refuse d'ouvrir, mais les agents de police entendent des appels à l'aide venus de l'intérieur de l'appartement et décident de casser la porte. Le jeune homme s'enfuit par les toits. Il est interpellé quelques temps plus tard. La veille des faits, Moa Lasquale avait publié une courte vidéo sur le réseau social Instagram. Il y apparaissait au lit avec une jeune femme dénudée, mais dont le visage reste caché, sans doute celle qui a appelé à l'aide dans la nuit. La victime a été prise en charge et Moa Lasquale placée en garde à vue pour violence conjugale. Voilà. Je peux ajouter quelque chose ? Oui. Je devrais peut-être lui donner une amende pour atteinte à la langue française, parce qu'une squale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, on marque une